Sur ce plateau, j'ai un grand Aladji à ma droite et j'ai un jeune, voilà, un jeune du moment à ma gauche. Je vais commencer par le jeune du moment. Oumar Anjou, bonjour. Le jeune du moment avec sa barbe blanche est là, bonjour. Est-ce une barbe teintée ou bien une barbe vraiment blanche? C'est pas teinté, c'est une barbe qui s'est blanchie au fil des ans. C'est le poids certainement de l'âge. Le poids de l'âge, dites-vous? Oui, qui ressort. La fertilité du menton n'est pas fonction de l'âge, monsieur. La blancheur de la barbe, non, c'est vrai aussi. On utilise tellement de produits aujourd'hui. Et puis, c'est un peu génétique chez moi aussi. D'accord. Mon père a eu les cheveux blancs très tôt. Déjà à 60 ans, tout était blanc. 60 ans, c'est bon. Si à 50 ans, vous n'avez pas tout blanc, ben, il faut dire merci, alléluia. À ma droite, Aladji Toneikes, bonjour. Aladji Liamidi. Comme le dit l'imam de Savais. Oui, Aladji Liamidi. Voilà. Ah, vraiment, ce matin, vraiment, vous êtes venu en venant, hein? Alors, bonjour Maurice Agua, bonjour amis téléspectateurs et internautes. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour. Nous sommes vendredi, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous savez, vendredi, on fait descendre un peu la pression, donc ça permet de vous présenter autrement à nos téléspectateurs. Ce matin, on ira quand même, je ne peux pas ne pas donc démarrer cette rubrique sans quand même vous dire que Fraternité fête ses 25 ans. Forcément, vous qui avez passé des années à venir sur ce plateau, à commenter ou à analyser des titres à la une du quotidien, je ne peux pas ne pas vous donner la parole sur donc ces 25 ans du quotidien. Oumar Anjou, 25 ans, Fraternité. Oui, 25 ans de Fraternité. J'ai écouté également tout ce qu'a dit Moïse Dosoumou, le directeur de publication de Fraternité. Et pratiquement tout ce qu'il a dit, enfin, je vais dire, c'est génial, c'est tellement intéressant à entendre, d'entendre que à Fraternité, par exemple, tous ces grands journalistes que nous avons connus ont travaillé de manière libre, ils n'ont pas eu de pression. Et en vérité, cela se ressentait également dans ce qu'ils faisaient, que ce soit ceux qui passaient à la télé, ceux qui écrivaient également dans le journal, c'était des personnes qui avaient un certain talent et je pense que c'est clair que l'atmosphère là-bas permettait véritablement au talent d'éclore. Mais ce que je veux dire principalement au passage de Moïse Dosoumou, il est revenu sur la presse écrite. Oui. La presse écrite, moi je dis, c'est ça même le journalisme en réalité. La presse écrite, c'est la base, c'est le fondamental, c'est l'excellence dans le journalisme, c'est la discipline, on va dire, de prestige. Un journaliste, quand tu dis que tu es journaliste, tu dois être capable de pouvoir écrire ne serait-ce qu'un article de journal. Ça, c'est la première des choses. Mais aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on regarde tous ces jeunes-là, moi je vous ai dit, une fois, on a fait un recrutement à la télévision, j'étais rédacteur en chef, on cherchait des journalistes, qui est-ce qu'on va prendre, qui est-ce qu'on ne va pas prendre. Donc tout de suite on s'est dit, voilà, les nouvelles normes sont là, et il y a les autorités qui veulent que ce soit les gens qui viennent des écoles désormais, qui passent à la télé et tout. Donc on a privilégié tout de suite les jeunes qui ont été formés dans les écoles. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'était des gens qui étaient incapables de vous écrire, je ne sais pas moi, je ne sais pas, un lancement pour un journal télévisé. Vous vous imaginez? C'était quelque chose d'extraordinaire, c'était compliqué. Alors que lorsqu'on s'est rejeté, on s'est rabattu tout de suite sur tous ceux qui étaient formés sur le tard, par la presse écrite, par la radio, par la télévision. C'est-à-dire ceux qui étaient vraiment formés sur le tard, comme nous, les anciens, au moment où on venait, il n'y avait pas encore d'école. Donc, on remarque que ces gars-là, mais ils avaient la main, ils avaient tout en même temps. Voilà. Et donc, c'est une fois, enfin, c'est le même appel que Moïse Dosoumou a lancé tout à l'heure, que je veux lancer encore à la jeune génération, à tous ceux qui sont derrière nous. La base, c'est d'abord savoir écrire. C'est essentiel. Ce n'est pas venir, non, c'est vrai, c'est l'apparence, le comment on appelle la télévision, le comment on appelle la radio, avec la belle voix, on travaille un peu sa voix, mais là, monsieur, bonjour, voilà, tout ça c'est beau. À la télé, on vient, on s'habille, on est beau, on est propre, on est nickel, mais c'est pas ça l'essentiel. Le journalisme, c'est pas l'apparence, c'est d'abord le fond. Qu'est-ce que vous avez comme bagage, comme culture, comme talent? C'est ça le débat. C'est ça le départ, je veux dire. C'est ça la base de tout. Et quand vous ne l'avez pas, c'est pas la peine. Donc, si vous finissez votre école de journalisme, il est bon, moi je pense, comme la plupart d'entre nous l'avons fait dans le temps, passer d'abord par la presse écrite
écrire un moment dans les journaux, c'est un bain, on appelle, non? C'est très formateur, je vous dis. Écrire au jour le jour, mais il n'y a rien de plus intéressant pour améliorer votre culture, pour améliorer votre talent. C'est essentiel. Votre vocabulaire même va... Mais vous allez évoluer à une vitesse grand V par rapport à tous ceux peut-être qui sont restés tout le temps à la radio. Et quand vous revenez maintenant, vous êtes vraiment un véritable talent que les gens vont voir tout de suite. Et comme Moïse l'a dit, la plupart du temps, quand les gens écrivent très bien aussi, on sait. On cherche à savoir. Moi, je dois vous dire, par exemple, le doyen qui est parti il n'y a pas très longtemps, et le doyen de Cap FM qui est mort. Ah, Jérôme Carlos. Jérôme Carlos. Moi, je connais Jérôme Carlos depuis que j'avais peut-être 10 ans, que je connaissais la plume de Jérôme Carlos. Tout son nom, c'est Jérôme Carlos Yerek. C'est ça. Je connaissais ça depuis, parce qu'il m'a marqué. Voilà, parce qu'il a fait quelque chose. Donc, on n'a pas besoin forcément de paraître à la télé pour être connu. On peut être très bon. Mais comment on appelle, au dernier moment, Jean Carlos a été très connu par tout le monde. Mais moi, je le connaissais depuis que j'avais au moins 10 ans. Donc, c'est pour vous dire quoi. Le journalisme, d'abord, c'est le talent, l'écriture, notre capacité à accoucher de bons textes, notre capacité à faire de bons articles. Et c'est de là maintenant que tout le reste peut venir. Voilà. Laurent Roland des Caisses. Oui, je retiens du journal Fraternité le professionnalisme. Des journalistes assez intéressants, assez efficaces, compétents, mais dans la discrétion. Parce que vous savez, quand je dis fraternité, je pense automatiquement à Brice Oussou, maître Brice Oussou aujourd'hui. C'est une figure non négligeable de ce groupe de presse. Et donc j'estime que oui, il y a eu de la qualité. Il a été directeur de publication. Oui, il y a eu de la qualité dans cette maison, où il y a beaucoup de personnes qu'on peut citer, qui ont pris par le groupe de presse Fraternité, qui font leur preuve aujourd'hui dans d'autres médias. Et donc j'estime que oui, c'est un journal qu'il faut célébrer. Et puis d'autres journaux, en tout cas d'autres médias doivent pouvoir suivre un peu le parcours du journal Fraternité. Je crois que Moïse a dit quelque chose de capital ce matin. C'est-à-dire donner la liberté aux journalistes de faire leur travail, mais en tout professionnalisme. Ça compte beaucoup. En restant professionnel. Oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans d'autres médias aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les patrons ne veulent pas laisser les journalistes libres, ne peuvent pas leur permettre d'être professionnels. Et c'est les patrons qui se font une manne, laissant les journalistes parfois dans le dénuement total, des gens qui doivent 2 mois, 3 mois de loyer. Et le patron est peut-être à la solde d'un camp politique, se fait de l'argent, veut construire les grandes maisons, veut acheter les grosses caisses. Et en pleine émission, il peut surgir, enlever, supprimer des thèmes de l'émission. On peut dire, écoutez, l'émission commence, l'église en boîte, on peut appeler automatiquement, vous dire, enlever tel thème de sujet, enlever tel sujet. Donc, c'est trucs comme ça. Et ces patrons sont au fur et à mesure riches, et les journalistes de ces maisons sont davantage pauvres. Voilà. Doivent 2 mois, 3 mois de loyer. C'est des difficultés que certains journalistes vivent au Bénin. Je n'apprends rien à personne. Fort heureusement, nous avons le croire. En tout cas, il l'a dit. Le président d'Arak a dit qu'avant la fin de l'année, certainement quelque chose va se passer. C'est quoi? Non, pour l'aider à la presse privée. Pour l'aider à la presse. Il y a un budget qui est passé. La fin de l'année, c'est déjà décembre, non. On n'en parle pas, c'est une parenthèse. On en parle en même temps. Finissez avec Fraternité, on en parle. Donc oui, maintenant, concernant la qualité des journalistes, je dis oui, c'est vrai que c'est assez écœurant. Moi, je vois beaucoup de journalistes qui me disent avoir fait les écoles, licence en journalisme, qui ne savent pas écrire correctement une phrase. Ils connaissent toutes les normes, ils savent que c'est telle chose, ils connaissent, mais j'ai été confronté, appliquer zéro. J'ai été confronté à une situation terrible dans cette maison. 2 journalistes, jeunes journalistes qui sont venus ici pour déposer un dossier de stage. L'un d'eux me dit qu'il est Zanou d'un collègue. Je lui pose la question, connaissez-vous Célestine Zanou? Il dit non. Il a fini, il a un enfant journaliste, il veut faire un stage. Vous ne la connaissez pas. Vous êtes Zanou? Oui. Vous êtes parenté? Bon, oui, mon papa m'a parlé d'elle. Vous ne savez pas qui elle est dans ce pays. Il me dit non, il dit mais il y a un problème. C'est la culture dont je parle. J'ai dû lui expliquer, lui raconter l'histoire de Célestine Zanou, son parcours, ce qu'elle est. La seconde est de la Takora. En tout cas, ils étaient une fille et un garçon. J'ai demandé à celle qui vient de la Takora de me parler du général Mathieu Kérokou, par exemple. Ce qu'elle a pu me dire, c'est qu'il a été président. Mais d'où est-ce que c'est parti? Qu'est-ce qui s'est passé, il est devenu président? Elle ne pourrait même pas me dire que Kérokou a été président à partir d'un coup d'État. Elle ne connaît pas ça. Il y a un problème. Donc j'estime qu'aujourd'hui,
dans les écoles de formation aussi, il faut revoir, excusez beaucoup, hein, je pense qu'il faut revoir les curricula de formation. Est-ce qu'il y a des curricula qui parlent de la culture générale, de l'histoire de notre pays? Est-ce qu'il y a des curricula de formation qui s'intéressent à la recherche? Moi, je me rappelle... La géopolitique également. Voilà, quand je me rappelle très bien, quand je devais faire le test à Radio Univers, on m'a dit de raconter, ceux qui m'ont reçu en entretien, de raconter quelques histoires de certaines régions du Bénin. Et on m'a dit de citer des radios que j'ai l'habitude de suivre. Et fort heureusement pour moi, à l'époque, je suivais véritablement les radios. Et je connaissais les émissions de certaines radios qui me permettaient d'avoir une culture générale. Et je le dis, hein, toute modestie, hein, demandez à Polycarpe Aïdjinou, à Mel Alofa, ceux qui ont fait la formation avec moi, quand il y avait une information et qu'on venait en formation Radio Univers et qu'on posait la question, je répondais chape et on me disait, mais monsieur RFI, ça veut dire quoi? Il faut que nos petits jeunes travaillent à écouter, à suivre les radios internationales. Ce matin, j'ai déjà écouté RFI, voilà. Hein, oui, avant, voilà. Avant de il faut suivre RFI, il faut suivre BBC, autant de choses. Les jeunes ne veulent pas... Vous les voyez tout le temps sur leur smartphone, en train de suivre des bizarreries, des conneries sur leur Moi, je ne comprends pas. À l'heure du journal, à 20h ou à 19h, on allume Novelas ou bien... je rentre dans les salons, je vois, je suis choqué. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a d'abord la responsabilité des parents. Les parents qui veulent que les enfants soient journalistes et que ce soit des journalistes irréprochables. Parce que parfois, quand vous parlez, que les gens viennent vous contredire, que vous n'avez pas d'éléments, ils vous ronnissent. Hein. Oui, c'est ça. Vous parlez, le monsieur vient en face de vous sur un plateau de télévision, il ne commence pas à parler, mais vous ne pouvez pas parler. Parce que vous n'avez pas d'éléments. Donc j'estime véritablement que les jeunes doivent pouvoir quand même aller à l'école de la sagesse pour apprendre, la discipline pour apprendre, avoir les meilleures informations, fouiller au jour le jour. Moi je le dis, je me couche rarement avant 2h du matin, la plupart du temps. C'est que je dois suivre telle information. Quand je vois les unes des journaux, automatiquement, je vais fouiller. Pourquoi ils ont dit ça? Attention, il y a telle situation par le passé. Et je fais le lien en même temps pour voir un peu ce qu'il faut dire. Mais vous ne faites pas ça, vous venez... Vous voulez parler parce que les autres ont parlé, vous voulez aller vaguer, en tout cas divaguer, aller dans tous les sens. J'estime que c'est un problème. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes journalistes, excusez beaucoup, hein, dans nos centres de formation qui ont licence et autres là, ils ne peuvent pas tenir des débats sur des plateaux. Et c'est bien dommage pour nous. Et je me demande, la relève, avec ça, quelle relève nous aurons? Parce qu'ils ne maîtrisent rien de l'actualité, d'abord de leur pays, même de leur localité. Allez leur demander qui a été le premier maire. Laissez tout ça. Est-ce qu'ils peuvent parler français? Oui, mais est-ce qu'ils peuvent tenir la base d'abord. Un discours devant vous, vous savez, 2 minutes, voilà, sans tuer. Il faut avouer, il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Il y a la grande masse. Pour ceux que moi j'ai rencontrés jusque-là. Voilà, jusque-là, la grande masse, c'est des gens qui sont incapables de vous produire un papier. Que ce soit papier radiophonique, papier télévisuel, ils sont incapables de vous produire un papier. Avec la personne. Et c'est bien malheureux. C'est vrai que quelquefois, on rencontre de bons professionnels parmi eux, enfin de bons passionnés, je veux dire, de bons passionnés, mais la grande majorité, c'est zéro. Même quand ils sont passionnés, tu vois qu'il y a la volonté d'apprendre, mais le contenu même dans l'écrit. Hein, dans l'écrit, oui, on t'écrit des choses, mais tu tombes des nues, tu te dis, mais c'est quoi l'orthographe? Toi, tu as fait la classe de CE2 au moins. Non, tu te demandes. Mais et en plus de ça, il y a certaines écoles aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'ils forment des cinéastes. Il y a des journalistes qui sortent. Tout ce qu'ils connaissent là, c'est oui, bon, la caméra, c'est le plan ci qui est bon, c'est tel plan qui est bon, les plans professionnels, c'est ça, une vidéo, c'est ci. Mais c'est ça, tu es formé journaliste ou bien tu es formé cinéaste. Disons-nous la vérité. Et finalement, les jeunes, ils rentrent carrément dans le cinéma. Parce que tout le temps, ils ont côtoyé des amis qui ont été réalisateurs, ils ont côtoyé des amis qui ont été, je ne sais pas moi, chargés de production. Tout ça, ils ont fait des coups ensemble. Et finalement, le gars, il est plus cinéaste que journaliste. Donc, il faudrait aussi que les gens pensent à ça. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'on fait payer des fortunes aux parents pour ces formations-là. Et quand les enfants sortent incapables de pouvoir les utiliser, tu te demandes, mais ça sert à quoi? Des fois même, ils viennent, ils ont tellement appris à travailler leur voix parce que ça, pour eux, c'est l'apparence. Quand ils viennent, quand il est en train de faire une pause de voix, ils se disent, ah, ça c'est parfait, on a eu la bonne personne. Le contenu, zéro. Et il faut aussi souligner que ce n'est pas à l'école qu'on apprend tout. Hein. L'école ne vous apprendra jamais tout. Il faut un travail personnel à votre niveau. Il faut que vous travaillez vous-même et que vous ayez des objectifs bien fixés.
et que vous sachiez ce que vous voulez être. Et ce que vous voulez être parmi les journalistes, quel genre de journaliste vous voulez être, c'est ça qui doit vous amener à encourager, à travailler, à acheter des bouquins, à lire, à vous informer. Et quand Laurent parlait, pardon, Laurent, il parlait tout à l'heure de Brice Oussou, aujourd'hui il est avocat, non? Il n'est plus journaliste, mais au moment où il était journaliste, c'était un bon journaliste. Tout à fait. Et moi, je vais citer un autre encore, peut-être qui n'est plus dans le domaine, c'est Sulpice Oscar Baguidi, qui était en ce moment à Fraternité également, qui était un très bon journaliste également, qui savait écrire également. Mais nos jeunes aujourd'hui ne savent pas écrire. Même de simples articles. On ne leur demande pas un style très relevé, d'écrire des chroniques, d'écrire des éditoriaux, mais ne serait-ce qu'un article de journal, c'est impossible. Même le chapeau, il t'écrit, tu te demandes, oh Seigneur, c'est quoi ça? Voilà. Je sais que si vous ne savez pas écrire, vous ne pouvez pas faire des reportages, même à la radio comme à la télé, des reportages assez intéressants. S'il y a des journalistes aujourd'hui, quand vous suivez le reportage, vous avez envie de les recevoir le lendemain, parce qu'ils savent écrire. Donc, je crois que la base doit être ça. Et puis le problème aussi, c'est que, comme l'a dit Maurice, écoutez, aujourd'hui, tout le monde veut être via la télé. C'est ça le problème. Moi, je ne comprends pas. Vous vous rappelez cette affaire dans cette maison où on a dû me mettre la pression pour que j'accepte d'être à la télé. Parce que, comme il a dit, parfois je vais dans des milieux, je dis discrètement pour avoir des informations. Mais bizarrement, il y a 2-3 personnes qui te reconnaissent. C'est pas lui le journaliste là. Ça. Et puis finalement, mon enquête est à l'eau. Et puis je rentre carrément chez moi, je discute avec les gens quand je rentre chez moi. Par contre, avant, vous savez très bien, je faisais un reportage, j'allais filer des informations, chercher automatiquement. Les gens ne me connaissaient pas, ils écoutaient juste la voix à la télé. J'estime que nos jeunes enfants, nos jeunes frères, doivent pouvoir comprendre que même si vous voulez être à la télé, faites l'effort d'être un peu dans l'ombre. Discrètement d'abord, donnez-vous une certaine qualité d'abord. Et quand vous allez apparaître à la télé un jour, oui, on dira, c'est celui-là qu'on avait l'habitude d'entendre, mais c'est bon, mais écoutez, il y a de l'amélioration, il y a de la qualité. C'est très important. Maintenant, vous voulez directement venir à la télé, à la radio, et faire le chocobi, comme on le dit là. Et puis après, évidemment, vous n'avez rien dans la tête. Et moi, je vais demander aux jeunes, désormais, d'aller vérifier. Quand ils voient un journaliste apparaître sur les grandes chaînes de télévision, qu'ils tapent son nom sur Internet et regardent son parcours. Ils vont se rendre compte qu'on ne vient pas devant la caméra parce que non, on a eu juste sa licence. Non, ce n'est pas ça. Il faut cette culture-là, il faut ce bagage-là, et c'est bien malheureux. Mais écoutez, moi, je n'ai pas de licence en journalisme. Mais vous avez le parcours qu'il faut. La formation, j'ai suivi ça à Radio Univers, j'en suis tellement fier. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, cette formation, et avec le temps, l'expérience, bon, je ne suis pas encore... Pas bon. Que mais la modestie ne vous étouffe. Mais Dieu, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Alors, à la une des événements précis, le président Nicéphore Soglo, une bougie de plus encore, 93 ans, le secret de longévité. Oui, bon anniversaire à notre pépé national. Il est arrivé, pas au moins ici, on lui a envoyé, moi personnellement, je lui ai envoyé des piques, mais écoutez, il reste notre grand-père, notre pépé national. Oui. Longue vie encore à lui. J'aurais aimé qu'il soit là jusqu'à au-delà de 2026 d'abord, qu'il soit là pour être témoin de ce qui va se passer, le passage de 2026 quand même. Parce que quand il y a les anciens dans la maison, les enfants essayent de faire attention aux anciens. Donc si l'ancien de la maison doit partir avant ça, attention, le grand frère peut nous brimer. Je vais vous raconter dans un instant. Si l'ancien part, notre pépé, notre ancêtre part, le grand frère peut nous brimer. Donc, on souhaite que le PP soit encore là jusqu'en 2026 et au-delà de 2026 pour que le grand frère ait peur de l'ancien pour ne pas nous brimer. Bon, moi j'estime. Et puis j'ai pris Dieu pour avoir son âge également aussi avant de quitter cette terre. Très bien, amen. Il en sera amen. Ainsi. Oui, Omar. Oui, mais enfin, un bel âge, on va dire. Fait 93 ans. C'est un bel âge, 93 ans, et il a toujours sa lucidité, on va dire, sur le plan de la verve, sur le plan de comment on appelle, de la parole, comment il fait, des idées. Comment est-ce qu'il fait? Mais c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est tout le bagage électoral, tout le bagage culturel, pardon. Électoral. Ouais, la langue. Aussi, voilà. Quand la langue fouche quelquefois, ça traduit aussi beaucoup de choses. Oui. Donc, on voit l'aspect politique du personnage également. Oui, tout le bagage intellectuel de ces personnes-là font que même au soir de leur vie, même malgré le poids de l'âge qui quelquefois a des effets sur donc, notre compréhension des choses et tout, mais ils ont tellement connu, ils ont tellement appris que lorsqu'ils ouvrent la bouche, tu te dis, mais attends, c'est quoi?
il y avait un comme ça aussi, Thévo Edjere dans le temps, qui, dès qu'il prenait la parole, voilà, je n'étais pas toujours d'accord avec ses prises de position, mais il le disait avec une certaine intelligence, une certaine capacité à bien dire les choses. Voilà. L'agonie, voilà. la douloureuse. Voilà. Et c'est pas seulement... La mort est certaine. Voilà, c'est ça. Et c'est pas seulement sa seule phrase, il a beaucoup de phrases comme ça qu'on retient quand la médiocrité fait quelque chose. Et quelle phrase vous retenez du président Nicéphore Soglo? Nicéphore Soglo, là tout de suite... Il y a mascarade, la fumisterie. Voilà, fumisterie. Moi, je retiens lorsque nous étions à la Banque mondiale. Voilà, ça, c'est des choses qui revenaient très souvent. Je retiens Fianfito. À Dogocratie aussi, il a beaucoup prononcé à un moment. C'est tout lui, ça, quoi. Non, il nous a beaucoup aimé. Et puis, moi, personnellement, c'est bizarre, mais c'est le seul président de la République du Bénin avec qui j'ai fait au moins 2 photos. Tous les autres, là, je n'ai jamais eu la chance de faire des photos avec eux. Mais lui, moi, par je contre, vous comprends pas. Moi, les photos, là, ça ne me dit rien. Non, moi, personnellement, ça ne me dit pas grand-chose aussi, mais à chaque fois quand tu es avec le président Soglo, il y a cette capacité-là à vous mettre à l'aise. Tu vas pour une interview, mais il parle au point où tu te dis, mais tu es venu pour l'interview ou bien pour prendre des conseils finalement? Et il vous parle, il vous parle. Le problème, c'est que si vous rencontrez... Vous parlez même au-delà du politique. Si vous ne faites pas attention, vous ratez votre interview. Vous ratez l'interview. Parce qu'il vous fait voyager tellement que si vous ne faites pas attention, vous passez à côté de votre objectif. Et donc, du coup, quand vous êtes avec lui, il faut vraiment être concentré pour le rappeler, pour dire, mais Pépé, je suis là. Parce qu'il a tellement de choses à vous apprendre. Parfois, quand on le ramène, il s'énerve. Oui, bon. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Parfois, quand vous le... Quand vous insistez un peu trop, quelquefois aussi, c'est vrai. Oui, et parfois, quand vous parlez trop mal de lui, avant, il le faisait, je ne sais pas s'il le fait maintenant, mais il appelle quand même certains journalistes pour dire... Ah, il appelle. Toi, tu m'as dit telle chose. On a réalisé une émission, le Forum des rédactions, et puis c'était spécialement sur lui, vous vous rappelez, et c'était avec Sergino Lokossou, et puis... J'étais là aussi, je crois. Non, Sergino Lokossou face au DP, ancien DP, Nouvelle Tribune, oui, Marcel Zoumenou. Et on a parlé de Nicéphore Soglo, le président Nicéphore Soglo, il a suivi le débat, on ne sait pas, bon, il a suivi. Et il appelle Marcel Zoumenou, il connaît Marcel Zoumenou, il appelle, il dit, mais Marcel Zoumenou, toi tu étais sur le plateau et on appelait mon nom Nicéphore Soglo, Nicéphore Soglo. Qui est ce jeune qui appelait mon nom comme ça? Et Marcel lui dit, c'est Sergino Lokossou. Il dit, Sergino Lokossou. Lui, je ne le connais pas. Est-ce qu'il connaît mon parcours? Parlant de Marcel Zoumenou, on parlait de journalistes très cultivés, avec un bon talent. Marcel en fait partie. Et c'est quelqu'un de très, très bien également. Derrière le Patriote maintenant, non? Bon, je n'en sais pas. Parce que je le vois beaucoup plus. C'était la Nouvelle Tribune. Mais est-ce qu'il n'est plus là-bas? Il a créé son journal, mais je ne me rappelle plus. Alors, parlons de la HAC. On a un budget quand même colossal maintenant. 3 milliards, 104 millions. Qui va pouvoir donc donner un souffle à la presse peut-être, Laurent. Si vous pensez que les 3 milliards, on va partager ça aux médias, la HAC va fonctionner comment? C'est l'argent de la RAC, il ne faut pas espérer. Oui, mais le président même avait dit qu'il va donc essayer de penser à l'aide à... Il a dit que d'ici la fin de l'année, peut-être que certainement quelque chose va se passer. Bon, je ne sais pas comment. C'est pendant qu'il parlait du budget. Oui. L'interview circule depuis hier soir, non? Il dit que certainement d'ici la fin de l'année, quelque chose va se passer. Donc, on attend de voir. Je ne sais pas si c'est... Bon, même si c'est le budget comment vous appelez, de 2025, là, les 3 milliards, ce n'est pas encore disponible. Peut-être que dans le reliquat du budget 2024, c'est dans ça que peut-être quelque chose va se passer. Parce que s'ils n'ont pas utilisé le budget pour autant, puisque vous savez très bien que quand on n'utilise pas un budget d'une institution ou bien d'un ministère à la fin de l'année, on trouve quand même des mécanismes pour comment vous appelez, consommer les crédits, comme on le dit dans le jargon. Donc, certainement que dans ce qui reste comme reliquat. Donc, vous ne pensez pas à ce qui va se passer? Non, il a dit, d'ici la fin de l'année, ça veut dire que d'ici la fin de l'année, il peut y avoir des décisions qui favorise le fait que l'aide de la presse privée revienne. D'accord, bon. En fait, c'est une manière de dire, bon, moi je m'amusais en disant que... Mais il avait dit, il avait promis quand même. Et il avait promis, donc. Mais il ne faut pas, si on doit avoir, des décisions seront prises certainement, mais c'est en 2025, parce que l'argent de 2025 n'est pas encore disponible. Donc c'est l'argent de 2024 qui est disponible. Peut-être que dans l'argent de 2024, on va envoyer de l'argent pour les médias, on va fêter.
Bon, on va espérer. Oui, Ouma. La fête, oui, mais bon, il y a tellement de difficultés aussi. Il y a pas mal de choses aussi qu'il faut régler dans les médias. Vous voyez, ils impulsent une nouvelle dynamique, comment on appelle, à tout ce qui est audiovisuel aujourd'hui au Bénin, à travers certaines chaînes que l'État même crée. Et on voit tout ce qu'il y a comme, je ne sais pas moi, et mouvement autour de l'ancienne ORTB, la SRTB. On essaie donc de refaire les choses. C'est-à-dire que les autres doivent également prendre le pli. Quand je parle des autres, je parle de la presse privée. Donc l'aide à la presse, en réalité, c'est beaucoup plus la presse privée que le gouvernement doit avoir. Parce que la presse d'État, enfin, je ne vais pas, bon, voilà. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas ça, parce qu'ils ont dénoncé quelque chose la dernière fois. Oui, je sais qu'ils ont quelques difficultés là-bas aussi aujourd'hui, mais je pense que c'est les réformes qui sont en train de passer par là. On veut refaire les choses, on veut mettre les choses à plat et repartir donc sur de nouvelles bases. Donc, ne serait-ce que la presse privée, il faut vraiment penser à ce que les gens font de la presse privée, parce qu'aucun pays ne peut se développer sans ce pouvoir-là que nous sommes également, nous les journalistes. Maintenant, la seule chose que je déplore de temps en temps, on a l'habitude de le dire ici, j'ai du mal à croire que le régulateur, c'est-à-dire celui qui est en réalité, pour utiliser un thème que tout le monde peut comprendre, le policier en quelque sorte de la presse, soit celui encore qui va travailler pour... Moi, j'ai du mal. Est-ce qu'on ne peut pas créer une autre structure ou bien nous ramener encore notre ministère carrément, de sorte que on puisse suivre réellement les difficultés de la presse d'un côté et que le régulateur fasse son travail de régulateur aussi de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait de mauvais? Quel journaliste a mal parlé? Qui a droit à la parole? Qui ne doit pas parler? Voilà. Eux, ils continuent ce travail-là de régulation des médias pendant qu'il y a d'autres qui sont là aussi pour le développement, pour l'amélioration des conditions de vie des journalistes et tout. Voilà. D'accord. Je n'ai pas compris la façon dont Nord Sud Quotidien a affiché ce titre, ou a formulé ce titre. Marcel, affiché le Nord Sud Quotidien, réduction en vue du prix du carburant au Nigeria. Le Payor revient en force au Bénin. Ça ne vous a pas choqué un peu? Non, comment ça va choquer? Si le Payor coûte cher ici, c'est parce que là-bas, il y a des mesures qui sont prises pour que le prix monte à la pompe au Nigeria. Vous savez, l'essence de contrebande dont on parle ici, là, il y a de l'essence qui est volée, mais il y a de l'essence achetée régulièrement dans les pompes, dans les stations au Nigeria. Parce que ça coûte moins cher au Nigeria. Les gens vont s'approvisionner dans les stations au Nigeria et maintenant viennent revendre ça ici et trouvent le bénéfice dessus. Donc, si le prix baisse au Nigeria, c'est que le prix de l'essence ne sera plus 600 francs aux abords de nos voies. Ça peut revenir à 500 francs, 550 ou 450. C'est de ça parle le journal. Donc, en réalité, c'est ce à quoi on interpelle le gouvernement depuis. Parce que si le gouvernement, l'essence coûte moins cher au Nigeria et que les gens ont la possibilité d'acheter ça moins cher dans les stations, il y en a qui est volé, je l'ai rappelé, il y a une quantité d'essence volée où les gens eux-mêmes font le raffinage eux-mêmes de façon archaïque. On a vu oui. Donc, on a vu des vidéos là-dessus. Mais en dehors de ça, il y en a qui vont acheter ça régulièrement dans les stations, moins cher pour revenir ainsi. Donc, aussi longtemps qu'à la pompe au Bénin, l'essence va coûter cher et que les gens vont acheter moins cher là-bas pour baisser le prix au niveau de nos abords au niveau des abords de nos voies, c'est que l'essence de contrebande sera moins chère et finalement les gens vont continuer à délaisser les stations. Et c'est de ça parle le journal. Il revient maintenant aux autorités alors de voir comment faire. Si l'essence coûte moins cher au Nigeria et que vous allez vous approvisionner peut-être dans d'autres pays, l'idéal aurait été alors d'aller acheter moins cher alors à côté au Nigeria et de baisser le prix au niveau de nos stations. Et là, ça va encourager les gens à aller dans les stations. Mais si vous devez... Oui, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, la Société des hydrocarbures du Bénin, je veux bien savoir où est-ce qu'ils vont s'approvisionner en produits pétroliers. C'est certainement le prix auquel ils achètent ça qui les amène à fixer le prix à 600 et quelques dans nos stations. Et si les autres peuvent acheter moins cher à côté pour venir vendre aux abords des voies, moins cher que ce que vous vendez dans les stations, il y a nécessité alors de réfléchir pour voir est-ce qu'il n'y a pas possibilité alors d'aller sur le même marché que ceux qui font la contrebande, aller acheter en quantité alors à côté, parce que déjà Dangote, en tout cas autres, il y a une raffinerie. Et maintenant, c'est vrai qu'il faut clairement préciser que le Nigeria exporte son pétrole brut, c'est raffiné ailleurs, ils rachètent, ils ramènent dans leur pays et ils fixent le prix bas pour les populations, pour que les populations puissent avoir ça, parce qu'ils ont une quantité de pétrole qu'ils continuent à exploiter. Mais j'estime véritablement s'il y a possibilité alors de trouver un autre marché où le produit peut revenir moins cher à l'État, à la Société des hydrocarbures du Bénin, pour qu'ils puissent baisser le prix au niveau des stations.
alors les gens vont délaisser les abords de nos voies. Autrement, on va continuer. Les gens vont continuer à aller au bord des voies pour prendre leur essence et la station ne va pas vendre parce que le prix sera au-delà de 600. Tout laisse croire qu'au Bénin, l'on combat, l'on lutte contre l'essence Payor au Bénin, mais quand le quotidien dit comme ça que ça revient en force, moi ça me choque. C'est comme si tous les efforts de lutte contre le Payor vont retomber à l'eau et que une place de choix sera donc donnée au Payor une fois encore. Oui, je ne sais pas si c'est votre sentiment. Oui, c'est le même sentiment que le journal. C'est dit que la réduction du prix de l'essence au Nigeria va faire que ça va saper tout le travail que les autorités ont fait depuis tout ce temps-là pour essayer d'enrayer un peu cette contrebande d'essence qui vient un peu chez nous. C'est vrai, aujourd'hui on a des stations, on n'a pas dit que c'est fini, mais beaucoup de voitures aujourd'hui préfèrent aller vers donc, les stations. Maintenant, quand on regarde un peu au Nigeria, l'essence est vraiment subventionnée là-bas. Vous voyez, ils vendent leur brut, comme vous avez dit, ils le vendent. Mais le prix de l'essence, ce n'est pas le Nigeria qui fixe le prix de l'essence qu'on paye. Je suis sûr que le Bénin et le Nigeria payent l'essence au même prix. Parce que c'est un prix qui est fixé de manière internationale. C'est le marché qui fixe les coûts. Mais quand ça vient au Nigeria, étant donné qu'ils ont la manne pétrolière, ils se disent, mais écoutez, on ne peut pas avoir tout ça, et nous-mêmes on produit ça encore. Et donc, ils injectent de l'argent de sorte que ça revient finalement moins cher à leur population. Donc, nous, on ne peut pas acheter... Peut-être on peut aller acheter le brut si on veut raffiner. Mais l'essence raffinée, ça a un prix, c'est fixe, et tout le monde sait combien. Donc, si le Bénin l'achète à ce prix-là, il est obligé de le vendre, et que le Nigeria, lui, il achète peut-être à 100 francs et préfère le vendre à 80 francs. C'est un exemple que je prends à sa population, pour que sa population se sente à l'aise, parce qu'il y a une manne quand même qu'on arrive à engranger grâce à cette manne pétrolière, à ces, comment on appelle, au brut que nous vendons. Donc, ils mettent leur population à l'aise par rapport à ça. Ça, ils ont cette capacité-là de le faire aujourd'hui. Ce n'est pas le seul Nigeria qui le fait. Dans d'autres pays, on le fait. Que c'est possible si le gouvernement peut se pencher vers le Nigeria pour s'approvisionner. Non, le Nigeria, ça je disais, si on veut payer peut-être du brut, le Nigeria va nous vendre du brut. Ça, il n'y a pas de souci. Le Nigeria vend du brut. Mais l'essence raffinée, c'est les grandes sociétés qui le vendent. Non? Et on connaît ces sociétés-là. Je ne vais pas dire des noms ici. Essor, Total, je ne sais pas moi, toutes ces choses-là. On les connaît tous. Voilà. Donc, eux, le prix n'est pas fixe. Chez eux, le prix est fixe. Hein. Tout le monde connaît le prix. Standard au plan international. Oui, le prix standard au plan international est là. Et c'est par rapport au prix standard, justement, que le prix à la pompe est fixé également. Parce que celui qui va vendre à la pompe, il faut qu'il fasse des bénéfices. Mais par contre, le Nigeria, ayant les moyens, il a beaucoup d'argent et la population sait qu'il vend du brut. Comment nous on va vendre la chose et ça va nous revenir encore plus cher. Donc le Nigeria finalement injecte de l'argent dedans. C'est comme les pays qui produisent de l'électricité. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, pendant très longtemps, beaucoup d'Ivoiriens peut-être même ne le savent pas. C'est un exemple que je prends encore. Je ne connais pas exactement le prix. Ils peuvent payer le kilowatt à 100 francs en Côte d'Ivoire et ils le revendent, à leur population à 80 francs. Parce que tout simplement, eux-mêmes, ils en produisent et ils vendent peut-être au pays donc, de la sous-région. Vous voyez un peu. Mais cela, comment on appelle, celui qui vend le produit final, c'est le marché qui fixe le produit. Et c'est à ce prix-là que tu l'achètes. Voilà. Et c'est sur le marché qu'on va acheter. Là, ce n'est pas le vendeur de brut qui vous le vend. Le Nigeria, c'est un vendeur de brut, comme d'autres pays africains, l'Algérie, le Tchad, le Niger et tout ça. Voilà. Donc, ils vendent du brut. Eux, ils ne vendent pas l'essence raffinée. Et l'essence raffinée, c'est vendu par des sociétés privées. C'est ça. Voilà. Et le prix, ça, c'est connu. Le prix, c'est chaque matin, le marché, on sait combien on vend le prix aujourd'hui, on vend l'essence aujourd'hui. Et si toi, tu l'achètes, tu ne veux pas faire de bénéfice, ça fait ton problème. Mais comment est-ce que comment on appelle les stations au Bénin vont acheter et ne pas pouvoir faire de bénéfice? Ça sera un peu compliqué. Je crois que chaque pays a sa politique en termes de gestion des produits pétroliers. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que certains pays mettent de l'argent. Oui, mais est-ce que nous avons cette manne-là aujourd'hui à mettre dedans? On a toujours dit qu'on n'a pas l'argent. On a toujours dit qu'on n'a pas l'argent. Surtout quand on pose des problèmes de société qui vont faciliter la tâche aux Béninois. On pense qu'on n'a pas l'argent. Mais parfois, vous allez entendre chaque fois des milliards qui vont dans des secteurs. Écoutez, simplement, moi j'estime véritablement qu'aujourd'hui, si même le gouvernement ne peut pas subventionner là, les taxes qui sont prélevées sur le Payor là, qu'on injecte alors ça au niveau des stations pour subventionner. Vous allez voir le résultat. C'est possible. Parce qu'on prend des taxes au niveau du Payor. Quand le journal dit, le journal a affirmé, ça peut choquer, mais c'est la réalité malheureusement que nous allons vivre. Parce que l'État a mis en place un mécanisme
où on perçoit des taxes sur l'entrée du pailleur. Et les vendeurs de pailleur, puisqu'ils veulent vendre, ils vont rentrer le produit et ils vont baisser le prix. Les stations, ceux qui ont les stations ne vont pas vendre. On va commencer à bouder, dire non, c'est les pailleurs, c'est les pailleurs. Mais au fond, si c'est ça, mettez alors les taxes que vous prélevez là-bas et mettez ça dans la gestion des stations là-bas. Subventionnez de l'autre côté au niveau de la pompe. Vous allez voir que beaucoup de Béninois, même si c'est différent des 25 francs, ils vont préférer aller dans les stations plutôt que d'aller aux abords des voies. Et vous allez voir progressivement, on va enrayer ça. Autrement, aussi longtemps qu'on va poursuivre les taxes et qu'on ne va pas subventionner, on ne va pas avoir une politique de gestion de cette affaire, ça va continuer, le pailleur va continuer par s'imposer. Et ils vont revenir en force, malheureusement. Et ceux qui ont des stations, qui ont employé. Regardez, il y a des stations que moi j'ai vues sur ce tronçon-là, hein, qui ont déjà fermé. Qui ont déjà fermé. Gasoil, les gens font la contrebande. Essence, les gens font la contrebande. C'est seulement pour le kérosène qu'ils ne font pas encore contrebande, parce que vous avez fait ça par où? Ils vont le vendre à qui? Voilà, donc il y a ça. Donc il y a matière à réfléchir. J'estime que nos gouvernants doivent alors prendre la mesure des choses pour voir dans quelle mesure on peut trouver un mécanisme véritable pour subventionner l'essence à la pompe. Et maintenant, essayer alors d'arrêter de prendre les taxes au niveau de l'entrée des produits de contrebande et commencer par sévir. Mais si vous ne prenez pas les taxes et que vous sévissez, personne ne peut vous critiquer. Mais si vous prenez l'argent chez les gens, et c'est ça ce que je dénonce chaque fois, vous imaginez l'injustice dans cette affaire, c'est que on laisse l'essence rentrer dans le pays, on prend des tasses, ceux qui vendent aux abords des voies, quand les policiers vont là, ils cassent tout. Mais ils cassent les bouteilles. Oui, mais le Béninois lambda qui n'a rien à faire et qui s'adonne à cette activité, mais c'est vous qui avez autorisé l'entrée du produit. Et il a acheté pour vendre, pour donner à manger à sa famille. Mais vous venez casser. Si vous ne voulez pas voir ça, meilleure chose à faire, empêcher l'entrée et prenez d'autres mesures. Moi, disposition. J'estime que quand on va le faire, vous allez voir beaucoup de personnes qui iront dans les stations. D'ailleurs, les gens ont commencé par prendre l'habitude d'aller dans les stations. Hein. Mais s'il y a plus d'action dans ce domaine, vous allez voir que beaucoup de Béninois vont délaisser l'essence parce que là-bas, tout le monde sait que l'essence au bord de la voie, ça détruit nos moteurs. Beaucoup de personnes ont eu de réservoirs troués parce qu'il y a de l'eau dedans. Moi, j'ai eu du sel dans mon réservoir. Du sel, de l'eau, tout ça là. Et les gars, les soirs, surtout dans la zone de Godomé chez vous là, les gars sont ingénieux. La bouteille de 2 litres. De 10 litres, c'est 5 litres. Bon. 2 litres là, c'est à peine 1 litre. Un litre, un quart. Donc, ou parfois même, les gars sont malhonnêtes, ils mettent de l'eau dedans. Oui. Jusqu'à un niveau donné, ils mettent de l'essence dessus. J'ai pris de l'essence à papa, c'était de l'eau. Donc, tout ça, quel Béninois, quelle personne, quel citoyen peut accepter d'aller là-bas? C'est la situation qui fait que parfois les gens continuent d'aller aux abords de l'eau. Mais on ne va pas encourager ça, mais j'estime que c'est difficile si nous réfléchissons ensemble, que l'État prend des dispositions. Nous allons revenir à bout de cette activité et puis on va passer à autre chose. Très bien. Moi, je dis une chose. Aujourd'hui, maintenant, on est tous unanimes qu'il faut, enfin, ne serait-ce que sur ce plateau-là, que pour enrayer l'essence de contrebande, il faut juste empêcher son entrée sur le territoire. Et moi, je l'ai toujours dit, empêchons simplement et c'est terminé. Mais dès qu'un gouvernement vient, ce n'est pas ce gouvernement seul, dès qu'un gouvernement vient et qu'il essaie d'empêcher, moi j'entends la grogne derrière, au point où les gouvernants sont obligés de chercher d'autres palliatifs, de chercher d'autres solutions. Et parmi ces solutions, peut-être que ce gouvernement lui a dit, bon, on va leur rendre un peu plus contraignant l'entrée. Peut-être que ça sera un peu plus compliqué pour eux. Ils vont se dire, non, ce n'est pas un bon marché. Donc, fixons-leur des taxes. Et tout ça, moi je dis, ce n'est pas les bonnes solutions. D'accord. Vu tout ce que cela cause. Vous avez cité seulement les grands contrebandiers, c'est qui? Les grands contrebandiers au Bénin, je dis c'est qui? Oui, c'est les partenaires politiques. Je suis d'accord. Je ne dis pas. C'est pas les populations, c'est les partenaires politiques, les grands contrebandiers. Je suis d'accord. Et les politiques savent pourquoi ils ont du mal à arrêter ça. Maintenant, revenons aux mauvaises conséquences. Vous avez parlé des conséquences sur les engins, sur les voitures et toutes ces choses-là. Mais vous ne parlez pas des conséquences, le drame humain qui se joue pratiquement chaque fois. Oui, mais ça, on a toujours dit. Et chaque fois, il y a des gens qui meurent. Oui. Donc, dès qu'on va dire arrêter l'essence de contrebande, on oublie tout ça. On dit non, il faut permettre. C'est grâce à ça qu'on fait ci. C'est grâce à ça. Non, il faut arrêter quoi. Il faut que nos autorités disent aux douaniers, mais prenez, arrachez tout, arrêtez tout. On n'en veut plus. Tout le monde va à la station. Est-ce qu'on peut y arriver? On peut y arriver. C'est parce qu'on se pose de tas de questions. Mais vous allez traîner tellement votre moto de gros tigre avant de trouver une station là-bas? Non, il y a beaucoup de stations aujourd'hui, Dieu soit loué. Maintenant, l'autre chose que je veux dire, c'est quoi? Vous voyez,
le fait qu'on laisse toutes ces choses-là se faire, l'essence... Moi, je pense que si les Zémilians, son carburant est fini, je le laisse, je prends un autre Zémilian. Donc, je ne veux pas traîner le moto, moi. Voilà un autre problème encore qui nous retarde. Zémilian. Les gens vont me trouver bizarre à chaque fois quand je parle de ces choses. Non, mais s'il y a taxi facile, il y a un taxi, vous connaissez très bien. Tant qu'on n'arrête pas toutes ces choses-là, tant qu'on reste dans le laxisme avec ces choses, vous voulez qu'on supprime les Zémilians? Ne serait-ce que dans les centres-villes. Ah bon? Oui. La vitrine du pays, ce n'est pas bon. C'est comme vous et moi, on s'est réveillé d'une certaine manière. Peut-être qu'aujourd'hui. Il faut trouver un projet de reconversion des gens avant de pouvoir supprimer quoi que ce soit. Oui, mais parce qu'ici, là, on supprime sans rien proposer aux gens. Et c'est ça qui est dommage. Au contraire, les Zémilians apportent un plus dans notre environnement. Les touristes veulent venir découvrir. Moi, j'ai vu avec quelle joie un blanc s'est assis sur une moto. C'est pas encouragé. Il était tellement content. Moi, je vous dis, non, c'est encouragé. C'est encouragé. Tout pays doit avoir ses spécificités. Et nous, là, on est parti de Tassikana. Vous avez oublié ça? On est parti de Tassikana à Porto Novo pour venir aux Zémilians. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il faut supprimer l'affaire là? Non, il faut. Alors que les taxis villes sont en voie de disparition gravement. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous savez. Oui, il y a aussi, comment vous appelez cette taxi-là, jaune là? Il faut bien que j'arrive à placer un mot quand même. Placer. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tant que nous allons continuer à accepter notre médiocrité, à dire oui, c'est ce que nous pouvons faire. Au 21e siècle, pendant que le Kenya est en train de vouloir créer son TGV, pendant que le Maroc est en train de vouloir créer son TGV, le Sénégal veut faire son TGV, la Côte d'Ivoire veut faire son TGV, les gens ont développé dans leur pays le transport en commun. Ce n'est pas encore comme en Europe, mais il y a déjà un bon départ chez eux. Qu'est-ce qu'il fait? Cotonou est propre. Je suis d'accord, Cotonou est de plus en plus propre. Dieu soit loué. Maintenant, qu'est-ce que nous on fait? Vous avez dit, cherchons à mettre les gens, cherchons à trouver du travail aux gens avant de les chasser des îles. Commençons déjà par le président Mathieu Kérékou. C'est le premier projet, vous vous souvenez, le projet Manioc, on va mettre les gens. Qu'est-ce que ça a donné? Vous avez très bien que ceux qui gèrent les projets sont à Cotonou. Vous avez très bien que ceux qui gèrent les projets sont à Cotonou et bouffent la grande partie des sous et que rien ne va se faire. Ce n'est pas des solutions que les autorités n'ont pas proposées. Ce ne sont pas des solutions que les autorités n'ont pas proposées. Et puis ceux qui font ces activités-là, c'est des bras valides, c'est les forces vives de la nation. Regardez bien ces gens qui font ces choses-là. Il y a certains qui même quelquefois, sont des gens qui ont de grands diplômes dans des secteurs qui sont peut-être recherchés. Mais tout simplement parce que face à aux difficultés, aux premières difficultés de la vie, il a trouvé le Zémilian à faire. Moi, je vous ai dit, une fois, j'ai rencontré un jeune maîtrise en économie qui me dit que lui, il fait Zémilian. Et après? Je lui dis, mais laisse Zémilian, maintenant, va faire autre chose, ça va comme ça. Il dit, non, que Zémilian là, ça lui va comme ça. Que lui va faire Zémilian là, qu'est-ce que c'est déjà bon, que lui gagne. Il dit, mais vous voyez, maîtrise en économie qui préfère faire moto-taxi. À mon avis, il y a un problème. Ceux qui sont à la maison. S'il peut construire sa maison dans ça, moi, j'estime véritablement que Ouma, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il faut supprimer les Zémilians pour tout de go. En fait, avant de supprimer les Zémilians, il faut déjà penser à un projet de reconversion d'abord. Parce que le plus souvent, regardez, tous ceux qui sont dans les Zémilians aujourd'hui, il y en a dont les entreprises ont été fermées depuis 2016 à aujourd'hui, qui se sont reconvertis en Zémilians. Parce qu'ils n'ont pas d'autres issues. Ils n'ont pas de solution. La seule alternative pour eux, c'est d'être Zémilians. Il y a des gens qui ont le diplôme véritablement comme celui dont vous parlez, qui certainement peut-être n'a pas trouvé à faire, et qui peut-être... Maîtrise en économie. Oui, mais attention, ça dépend, ça dépend de votre vision. La personne a maîtrise en management, tout, mais finalement, il poursuit, il n'a pas l'idée de créer. La meilleure option pour lui, c'est de faire Zémilian. Pour le moment, il y a des gens qui font Zémilian et qui finissent par trouver un employeur qui les recrute.